Bon, ces biographes donnent également des versions différentes des relations que Masoud continuera d'entretenir avec ses patients après que ces transgressions commencèrent à être connues. Donc, Eric Rayner affirme que dans sa préface au livre de Judith Cooper, que Masoud avait cessé de recevoir ses patients à partir de 77 en raison de l'avancée de sa maladie. Linda Hopkins soutient que Masoud n'a jamais cessé d'exercer, même pendant les moments où il était le plus gravement perturbé. Elle rapporte qu'elle interviewait un patient dont l'analyse avait pris fin en 1986 et il s'agit d'Adam Phillips qui lui a confié à Linda Hopkins avoir dû lui-même prendre la décision d'interrompre son analyse peu de temps avant sa mort en raison de son état d'ivresse quasi permanent. Donc il était sourd et recevoir quand même les patients. Bon, ce que nous savons de l'analyse de Kahn par Winnicott, donc elle dura de 51 à 66. Entre ces deux dates, il y a eu beaucoup d'événements. Donc je vous ai déjà parlé de la séparation de Kahn avec sa première épouse. Voilà. Et ça a été considéré une transgression, donc cette demande qu'il fait à Winnicott, ça a été considéré une transgression de prendre donc son ex-femme en analyse. Et voilà. Il paraît que la première partie de son analyse, donc celle qui dura 4 ans, fut consacrée à une certaine expérience de maternage. Winnicott était particulièrement habile pour aider ses analysants ayant souffert de problèmes précoces de la relation mère-enfant. Mais il paraît qu'après le décès de Winnicott, Kahn a dit que ses interprétations étaient plutôt nocives. Et il disait que comme il a changé dans le courant de son analyse, que Winnicott a changé dans le courant de son analyse, il préférait le Winnicott tardif, celui qui donnait plus d'attention au potentiel du patient plutôt qu'à la maladie. Il était déçu de Winnicott dans le sens qu'il donnait trop d'importance aux mères et pas suffisamment aux pères. Donc il paraît que Kahn attaquait beaucoup Winnicott et celui-ci ne répondait pas, se montrait humble et de manière masochistique, comme un chrétien, disait-il. Et cela est interprété par Kahn et quelques collègues comme quoi il ne survécut pas à ces attaques. Kahn suggère qu'il fallait qu'il se confronte plus à lui. Et je pense que Kahn était très confrontant avec ses patients, ça c'est moi qui dis. Donc c'est son style et sa technique, et il se plaint que Winnicott n'était pas assez. Donc leur relation dura 21 ans et ne fut donc pas qu'analytique. On jeta la faute de Winnicott sur Winnicott en disant qu'il n'a pas su tenir le cadre dont Masoud avait besoin. À l'époque, le but de l'analyse était une modification de la personnalité du patient. Donc ça aussi, on peut discuter. Une fois qu'il avait régressé à son vrai self. Ce but n'a pas été atteint dans l'analyse de Kahn. Alors pourquoi Winnicott et Kahn ont décidé d'arrêter l'analyse? Maintes explications surgissent dans la lecture de plusieurs biographes. Comme Kahn mentait beaucoup, il est possible qu'il gardait des secrets de sa vie privée. Probablement qu'il faisait autant en analyse. Et donc il écrit dans une lettre à Stoller en disant « Des personnes comme moi sont trop privées pour être analysées. Persons like me are too private to be analyzed. » Voilà. Donc, peut-être que Winnicott considérait cet aspect de Kahn comme non analysable. Alors, une de mes questions, c'est qu'est-ce que c'est quelque chose d'analysable et qu'est-ce que non analysable? Qui était un vocabulaire et des expressions que j'ai beaucoup entendues dans les années 80 ici, donc l'époque où voilà, ça circulait comme ça. Mais il se reconnaissait comme un faux self. C'est-à-dire, non, je pense qu'il disait qu'il n'a pas été régressé jusqu'à son vrai self. Et ça, on va reprendre dans la discussion, parce qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que le self. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette méthode de régression jusqu'au vrai self, pour après, voilà,
grandir, de nouveau revenir, parce qu'on ne peut pas rester comme un bébé. Donc il y a toutes ces questions-là qui circulaient, c'était des notions de l'époque. Voilà, c'était, si vous voulez, le cadre épistémique, analytique de l'époque. C'est-à-dire on ne peut pas... de nos jours, c'est difficile d'analyser, on vit dans une autre époque, parce qu'on est dans une autre épistémée antique. Donc, on avait déjà discuté de cette question de la régression lorsqu'on a parlé de Balint, hein, parce que c'était vraiment dans l'esprit de l'époque. Mais même lorsqu'on a parlé de Fedida venait encore, dans les années 2000, il parlait encore de cette question de régression, mais d'une façon déjà un peu moins importante, comme pour l'école anglaise. Dans son analysant qui a écrit ce texte qui dénonçait énormément ces mauvaises manières, lui, il se qualifie de faux self, donc Masoud Khan prenait des Winnicott pour probablement le transmettre oralement. Donc c'était un peu, on comprend un peu le diagnostic tendance de l'époque que tout le monde devait s'interroger s'il était faux self ou pas. Donc je ne sais pas si dans vos ressources il y a Masoud Khan n'a jamais commenté pour lui-même ou quel diagnostic ils auraient trouvé. Non, il disait qu'il était trop secret pour être analysable. Donc ça, c'est parole, mais c'est dans une lettre donc de 74 à Sybil Stoll, il dit « Persons like me are too private to be analyzed ». Parce que finalement, il ment même dans son journal intime, enfin dans ses notes qu'il prend pour lui, au fond, Probablement. Donc il reproche, moi je pense que le reproche principal à Winnicott qu'il le fait, c'est de ne pas être confrontant. Il demande à Winnicott d'être confrontant. Parce que toute la théorie analytique de l'époque, qui a commencé avec Mélanie Klein, c'était le traitement de la haine. Et ça devrait être dans les interprétations, dans les attitudes, dans le contre-transfert, etc. Bon, là je reviens pour finir, autrement ça sera trop long. Donc, la question des violations du cadre analytique, de nos jours, justement, ça a commencé avec des petites choses, et de nos jours sont contestables, comme permettre à un patient de parler debout, rendre un livre dérobé par un patient au libraire, c'est-à-dire un patient a volé son livre, le Masoud Khan allait le rendre, répondre à un appel d'un père, d'un patient à minuit, etc. Donc, et Kant justifiait ça en disant que c'était répondre à des besoins particuliers des patients. Mais toutefois, il passe ensuite à des écarts non contrôlés. Et que c'était, dès 1970, il commençait une série de liaisons publiques avec des étudiantes et même des analysantes. Selon lui, il voulait apprendre les patientes à l'aimer pour ensuite s'aimer soi-même et finalement aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, il voulait apprendre aux patientes l'amour, à l'aimer pour ensuite s'aimer soi-même et finalement aimer quelqu'un d'autre. Voilà. Ces écarts, mais il y a beaucoup de patientes qui ont défendu cette manière de faire. Il n'y a pas que Voilà. Alors, ces écarts ont ruiné sa réputation, mais il est intéressant de savoir que c'est Winnicott lui-même qui lui a appris à sortir du cadre. Par exemple, avec Margaret Little, que vous connaissez, que c'est devenu une psychanalyste, il emploie une technique non orthodoxe aussi avec Kant. Pendant les réunions de leur société, Kant attaquait souvent Winnicott en public, qui ne répondait pas, il l'ignorait et parfois même il dormait. C'est-à-dire qu'il n'était pas confrontant, quoi. Il n'était pas confrontant. Mais ça, c'était pendant les analyses. Quand il voyait qu'il n'entendait plus, donc il dormait, Winnicott, puis il se retournait pour voir s'il était toujours vivant, parce que comme il avait des crises... C'était une espèce de jeu, et je crois qu'il met dans les textes que j'ai lus, c'était une espèce de jeu d'humour anglais un peu douteux d'après Kant, de faire un peu croire, enfin c'est ce qu'il raconte. Oui, mais bon, il était vraiment malade. Puis il était vieux. Winnicott était vieux et malade. Oui,
Il était plus jeune que moi. Bon, en tout cas, il était en mauvaise santé. À l'époque, d'être plus jeune que toi. Ah oui, peut-être, oui, mais bon, Et plusieurs infarctus, il était vraiment malade. Et il fumait. Il fumait tous beaucoup. Hein. L'utilisation de la théorie de Winnicott sur la destructivité de l'objet, donc ça on peut reprendre, ne pouvait pas être appliquée dans le cadre de leur relation. Ça c'est une interprétation de quelqu'un que j'ai lu et que je trouvais assez intéressante. C'est comment Kuhn aurait-il pu affronter sa propre destructivité s'il était en réalité utile à son analyste. C'est-à-dire que ça, tout le monde le dit, mais pourquoi la British l'a conservé aussi longtemps? C'est qu'il était quand même assez utile. Hein? Et comment Winnicott pouvait, s'il vous plaît, l'affronter s'il était utile à lui, s'il écrivait ses livres. Donc il y avait une espèce de condescendance. Oui, ce qu'il appelle cadre, c'est une complication, cette idée de cadre. En tout cas, une des choses qu'elle dit, parce que c'est difficile de comparer Winnicott, les sorties de cadre, entre guillemets, de ce qu'elle dit. Donc vous parlez de Linda Hopkins. Oui, Linda Hopkins, lorsqu'elle parle de sortie du cadre, et qu'elle compare Winnicott avec Masoud Khan, parce que c'est tellement différent ce qu'ils font, Winnicott et Masoud Khan. Il y a un moment où elle dit une chose intéressante, c'est que la sortie du cadre, c'est lorsque ça sert aux besoins de l'analyste et pas aux besoins de l'analyseur. Parce que les sorties de cadre, la plupart des sorties de cadre de Winnicott, on peut dire que c'était thérapeutique. On ne dirait entre nous même pas que c'est une sortie de cadre. C'est tout simplement une technique qui n'était pas selon les standards de l'époque.